Le juge Harold Brenner pensait avoir affaire à un gamin paumé. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que l'ado en face de lui allait démonter son dossier comme un professionnel du barreau. Dans la salle d'audience du comté de Los Angeles, l'atmosphère était pesante. Une chaleur presque oppressante faisait suinter les murs. Le public s'était massé dans les bancs du fond, suspendu à ce qui s'annonçait comme une affaire banale, du moins en apparence. Derrière la table de la défense, un jeune homme au regard calme tenait sa posture avec un aplomb inhabituel. Mains dans les poches, menton relevé juste ce qu'il faut, il semblait hors de place et pourtant parfaitement à sa place. Son nom, Matteo Ramirez, 18 ans, inculpé pour vol de voiture et refus d'obtempérer. Les accusations étaient sérieuses. Mais le regard du juge Brenner laissait entendre que le procès allait être moins une affaire de justice qu'un simple coup de marteau pour clore un dossier déjà jugé dans sa tête. Assis sur son fauteuil, le juge tapotait le bois de son bureau, fixant Matteo à travers ses lunettes. Un sourire moqueur étirait ses lèvres. « Tu crois avoir lu assez de bouquins pour jouer les avocats ?» ironisa-t-il. « Ici, c'est pas un concours d'éloquence petit. » Quelques rires étouffés s'élevèrent de la salle. Même la greffière esquissa un sourire. Mais Matteo ne broncha pas. Il était déjà ailleurs, prêt. Il ne s'était pas préparé à ce moment, mais à tous les moments où il pourrait en avoir besoin. Alors que certains adolescents collectionnant les cartes de sport, lui collectionnait les articles de loi. Ces soirées, il les passait à refaire des plaidoiries mentales. Sa mère, Rosa, avait été assistante juridique pendant 2 décennies. Et Matteo avait grandi avec des récits crus du quotidien judiciaire, les erreurs de procédure, les raccourcis des procureurs, les juges qui dormaient sur leur humanité. À 14 ans, il comprenait déjà les vices de forme mieux que bien des étudiants en master. Mais pour Brenner, tout ça ne comptait pas. Il ne voyait qu'un ado de plus à faire passer à la chaîne. Qu'on en finisse. J'ai un départ de golf dans 2 heures, lança-t-il en feuilletant distraitement le dossier. Un nouveau rire collectif agite la salle. Mais cette fois, Matteo esquissa un rictus discret. Le juge venait de faire son premier faux pas. La procureure, Gina Ellsworth, se leva. Tout dans son attitude respirait la routine maîtrisée. Son tailleur bien coupé, sa voix posée, ses arguments rodés. « Votre honneur, l'État démontrera que l'accusé a été retrouvé dans un véhicule volé. Une Audi A6 2022 déclarée dérobée quelques heures plus tôt. Poursuivi dans les rues du centre-ville, il a tenté de s'échapper. Ses empreintes sur le volant. Les faits parlent d'eux-mêmes. Dans le public, les chuchotements reprirent. Sur le papier, l'affaire semblait cousue de fil blanc. Poursuite, arrestation, preuve matérielle. Brenner hocha la tête et souffla visiblement déjà convaincu. « Continuez, dit-il. » Ellsworth poursuivit, enchaînant comme sur une scène qu'elle connaissait par cœur. La défense prétendra peut-être que M. Ramirez n'est qu'un pion mal placé. Mais fuir la police, est-ce vraiment l'attitude d'un innocent? La salle était silencieuse, tendue. Matteo, lui, restait impassible. La procureure brandit alors un dossier. Témoignage de l'officier Samuel Tren qui a vu l'accusé au volant. Arrestation selon les procédures. Simple comme bonjour, conclut le juge. Mais Matteo, dans son silence, voyait les failles. Et il attendait son moment. Défense, lança finalement Brenner. L'avocate désignée, Isabelle Torres, s'éclaircit la gorge visiblement hésitante. Elle n'avait pratiquement pas parlé depuis le début. « Votre honneur, mon client ?» Matteo lui toucha doucement le bras. Elle s'interrompit, puis se rassit. Il se leva alors. « Je vais assurer ma propre défense. » Un souffle traversa la salle. Même le juge leva les sourcils amusés. « Toi, sérieusement ?»« Oui, votre honneur, » répondit Matteo d'un ton calme. « Je suis prêt. » Le shérif plissa les yeux. Ellsworth pouffa. Mais personne ne rit lorsque Matteo s'approcha du pupitre. « Je demande l'exclusion du témoignage de l'officier Samuel Tren en vertu de l'article 1538,5 du Code pénal californien. » Le juge cligna des yeux. « Et pour quelle raison ?» Matteo enchaîna, sûr de lui. L'officier a procédé à une fouille sans mandat, sans consentement, sans cause probable. La vidéo de sa bodycam montre qu'il a ouvert la portière sans aucune autorisation légale. Ellsworth bondit. « Cette vidéo n'apparaît nulle part dans le dossier, parce qu'elle n'a pas été transmise, ce qui constitue une infraction claire à la décision Brady v. Maryland. La police est tenue de fournir toute preuve potentiellement disculpatoire. Leur omission est illégale. » Brenner se redressa troublé. « Vous accusez le LAPD de rétention de preuves? Je le démontre. Et je demande à la Cour d'exiger la remise intégrale de la vidéo. À défaut, je solliciterai l'annulation pure et simple des charges. » Matteo ne plaidait plus pour lui-même. Il plaidait comme un juriste. La salle retint son souffle. Ellsworth blêmit. Le juge resta silencieux. Puis, et plus mesuré, « Très bien, je vais examiner votre demande, mais si vous me faites perdre mon temps, ce ne sera pas le cas, » répondit Matteo. « Je vous le garantis. » Ce jour-là, dans une salle d'audience ordinaire, un garçon de 18 ans brisa les automatismes d'un système trop sûr de lui. Et ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, l'affaire Matteo Ramirez fit plus de bruit qu'aucune autre du même genre. Ce n'était plus juste un procès pour vol de voiture. C'était devenu un test. Un affrontement entre un jeune autodidacte et un système bien rodé.
la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Sur les forums juridiques, dans les couloirs du palais de justice, dans les discussions feutrées des cabinets d'avocats, t'as entendu parler de ce gamin qui cite la jurisprudence mieux qu'un avocat? Le juge Brenner, lui, n'était pas dupe. Il avait vite compris que Matteo n'était pas un ado ordinaire, et ça le dérangeait. Mais il devait rester dans les clous. Matteo avait invoqué la loi, et il l'avait fait proprement. Alors, Brenner ordonna à contre-cœur que la vidéo de l'arrestation soit produite. Quand la séquence arriva, quelques jours plus tard, elle jeta un froid. L'officier Traîne y était clairement visible, ouvrant la portière sans rien dire, fouillant l'intérieur sans demander ni autorisation, ni présenter de mandat. Le silence dans la salle d'audience ce jour-là fut plus lourd que la première fois. Matteo ne dit rien. Il laissa les images parler pour lui. Puis, calmement, il se leva. « Votre honneur, la preuve est formelle. L'entrée dans le véhicule était illégale. Toute preuve issue de cette fouille est donc irrecevable. Je renouvelle ma demande d'exclusion du témoignage et je sollicite un non-lieu immédiat. » La procureure Ellsworth semblait figée. Pour la première fois, son vernis de certitude craquait. « C'est un vice de procédure », admit-elle à contre-cœur. Le juge Brenner, les doigts croisés sous son menton, fixait Matteo sans cligner des yeux. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Pas s'il voulait rester crédible. La cour fait droit à la demande, les preuves obtenues illégalement sont écartées. Un murmure parcourut la salle. Matteo ne sourit pas. Il n'exulta pas. Il avait simplement rétabli un équilibre, rappelé à la cour que la justice, même imparfaite, avait des règles. Ce jour-là, l'accusation perdit sa base. Sans preuve tangible, l'affaire s'effondra. Quelques semaines plus tard, Matteo Ramirez fut officiellement relaxé. Mais ce n'était pas ça le plus marquant. Le plus marquant, c'est que ce jeune homme sans diplôme ni robe d'avocat avait réussi à déstabiliser tout un système, simplement avec du savoir, de la patience et une voix ferme. Et tandis qu'il quittait la salle d'audience, les mains libres, un journaliste l'arrêta à la sortie. « Vous allez faire du droit plus tard ?» Matteo le regarda, un peu surpris, puis haussa les épaules avec un petit sourire. « J'y pense, mais d'abord, je vais profiter du fait de pouvoir rentrer chez moi. » Quelques jours après la relaxe, Matteo était redevenu un jeune homme libre, mais pas vraiment anonyme. Des vidéos de son intervention au tribunal avaient de fuiter. Des extraits filmés à la va-vite depuis la galerie montés et partagés sur les réseaux. Matteo Ramirez faisait des millions de vues. Certains l'appelaient déjà l'ado avocat, d'autres le surnommaient le cauchemar des procureurs. Mais Matteo, lui, restait discret. Il passait ses journées à la bibliothèque municipale entouré de bouquins de droit et de carnets griffonnés à la hâte. Il lisait, il annotait, il préparait. Pourquoi, il ne savait pas encore. Mais il sentait que ce procès n'avait été que le début. Un après-midi, alors qu'il recopiait des extraits d'un manuel de procédure pénale, une voix familière l'interrompit. « Tu sais que t'es devenue une légende vivante, pas vrai ?» C'était Isabelle Torres, l'avocate commise d'office à qui il avait gentiment demandé de s'asseoir au tribunal. Elle souriait, mais ses yeux trahissaient une forme de respect nouveau. « J'ai bossé dans des dizaines de procès, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Et franchement, j'en ai jamais vu un comme celui-là. » Matteo haussa les épaules. « J'ai juste dit ce que la loi disait. » « Non, tu as fait beaucoup plus que ça, reprit-elle. Tu as compris comment fonctionne ce système, comment il peut s'écraser sur ceux qui ne savent pas parler sa langue. Et tu t'es fait entendre. T'as une voix, Matteo, utilise-la. » Il ne répondit pas tout de suite. Il fixait un paragraphe dans le livre, comme s'il réfléchissait à la suite de l'histoire. Puis, il leva les yeux vers elle. « Tu crois qu'un jour, quelqu'un comme moi pourrait vraiment changer les choses? Tu viens déjà de le faire ?» Dans un autre coin de la ville, le juge Brenner sirotait son café, les yeux fixés sur l'écran de son bureau. Il regardait la rediffusion d'un passage du procès, posté sur un réseau social. Matteo debout, le ton calme, les arguments précis. Le vieux juge esquissa un rictus. Foutu gamin. Mais au fond, il savait que quelque chose avait changé, que la prochaine génération n'allait pas simplement subir le système. Elle allait le comprendre, le maîtriser et peut-être même le réécrire. À suivre, quelques semaines après son procès, Matteo reçut un message inattendu. Objet, requête d'assistance, cas semblable au vôtre. Expéditeur, S.C. Ortega. Contenu, salut, je m'appelle Samira Ortega. Mon petit frère a été arrêté pour un vol de scooter qu'il n'a pas commis. Il n'a pas les moyens de se payer un bon avocat. On m'a parlé de toi. T'es peut-être pas un pro, mais on m'a dit que tu sais comment te battre. Peux-tu m'aider? PS, j'ai vu la vidéo. Ce que t'as fait, c'était incroyable. Matteo resta figé un instant. Il n'était pas avocat, pas encore. Mais il savait déjà que s'il n'aidait pas ce garçon, personne ne le ferait. Le samedi suivant, il rencontra Samira dans un petit café de Boyle Heights. Elle avait 19 ans, l'air épuisé mais déterminé. Elle lui raconta tout. L'arrestation sans témoin, les vidéos de surveillance ignorées, le policier qui avait perdu le rapport d'intervention. Matteo écoutait en silence, notant chaque détail dans un petit carnet. Puis il releva les yeux. « Tu dis que la caméra de sécurité du kiosque faisait face à la rue ?»« Ouais, pile dans l'angle. Mais le flic a dit qu'elle fonctionnait pas ce jour-là.
Matteo esquissa un sourire. Alors on va vérifier ça nous-mêmes. Le lendemain matin, Matteo se tenait devant l'épicier du quartier, un vieil homme pakistanais nommé Monsieur Khalid, qui reconnut immédiatement l'ado devenu viral. « Tu es le garçon du tribunal. Le juge, il t'a écouté comme si t'étais un vrai avocat. » Matteo sourit, humble. « Disons que je parlais la langue. » Monsieur Khalid accepta de lui montrer les vidéos. Et comme Matteo l'avait deviné, la caméra fonctionnait parfaitement et montrait clairement un autre adolescent sur le scooter volé, plus grand, plus massif. Pas le petit frère de Samira. 48 heures plus tard, Matteo entra au commissariat, dossier en main, accompagné de Samira et de son frère. Il ne créa pas, il ne provoqua personne. Il demanda simplement à parler à l'officier responsable du dossier. Et quand il entra dans la salle d'entretien, il déposa le dossier sur la table. Voilà la vidéo que vous n'avez pas prise en compte. Et voici la loi qui dit que l'omission de cette preuve constitue une violation du droit à un procès équitable. L'officier, pris au dépourvu, ne dit rien. Matteo planta son regard dans le sien. Vous avez 24 heures pour retirer les charges. Sinon, je rends cette affaire publique. Et cette fois, je parlerai devant les caméras. Les charges furent abandonnées le lendemain. Et à ce moment précis, Matteo comprit quelque chose d'essentiel. Ce système, il tenait parce que trop de gens y renonçaient. Mais si on lui tenait tête, si on connaissait ses règles, alors il pouvait plier. Alors, on pouvait protéger ceux qui l'écrasaient. À la sortie du commissariat, Samira lui glissa « Tu devrais monter un truc, une vraie équipe, un genre de clinique de justice. » Matteo répondit, presque sans réfléchir, « Une défense civile populaire. » Il s'arrêta, le nom résonnant dans sa tête, pour ceux qu'on n'écoute jamais. Quelques semaines plus tard, dans un local abandonné de Lincoln Heights, des câbles pendent du plafond, une vieille table de réunion, bancale, une imprimante qui fait un bruit de tondeuse. Et pourtant, l'endroit est vivant. Matteo fait face à 4 jeunes, tous différents, tous un peu cassés, mais tous prêts. Camille, 0, Benani, 17 ans. Génie de l'informatique, mi-hacker, mi-poète. Il a fait sa première intrusion dans le système d'inscription scolaire pour changer une note et s'est retrouvé fiché comme risque potentiel. Matteo l'a repéré après qu'il ait publié un thread détaillant comment contourner les systèmes de reconnaissance faciale de la police. « Tu veux quoi exactement ?» lui avait demandé 0. « Pas que tu casses des pare-feux. Alors, que tu nous aides à défendre les gens qu'ils veulent effacer. » 0 avait souri. « Ok, j'embarque. » Lucia Reyes, 22 ans, ex-détenue, tatouage d'un phénix sur le cou, condamnée à 17 ans pour complicité dans un braquage où elle n'a même pas tenu l'arme. Libérée après avoir appris à lire dans sa cellule, puis avoir déposé un recours en appel elle-même. Lucia connaît la prison comme d'autres connaissent la rue. Elle connaît les lois, les combines, les silences imposés. « Je veux plus jamais qu'une gamine comme moi paie pour des crimes qu'elle n'a pas commis », dit-elle à Matteo. « Alors t'es au bon endroit », répondit-il. Troisième Jaden Brooks, 19 ans, étudiant en droit, fils d'un ancien flic, premier de sa promo, mais frustré de voir ses profs plus intéressés par les stages en cabinet que par la vraie justice. Il a trouvé Matteo via une vidéo TikTok, le gosse qui met à l'amende une procureure en plein tribunal. Il a envoyé un message « Vous êtes ce que l'école de droit ne m'apprend pas. Je veux en être. » Matteo l'a testé. Il a tenu tête, il est resté. Et enfin Matteo Ramirez, 18 ans, pas diplômé, pas certifié. Mais il a un truc que les autres n'ont pas. Il a vu le système de l'intérieur et il a gagné. Ensemble, ils forment un truc inédit, la défense civile populaire, pas une entreprise, pas un cabinet, un mouvement clandestin, organisé, légal mais dangereux pour ceux qui abusent de leur pouvoir. Chaque cas qu'ils prennent est gratuit, chaque victoire devient une arme, chaque échec, une leçon partagée. Premier gros dossier, une ado arrêtée pour agression sur agent public. Traduction, elle a levé la main quand un surveillant l'a saisie par le bras dans un lycée du sud de LA. Mais Matteo lit le rapport et lève un sourcil. Aucun témoin cité, aucune vidéo mentionnée. 0 le coupe. Faux, il y a 6 caméras dans ce couloir et je peux les retrouver. Lucia se penche en avant, sourire aux lèvres. Et si on faisait de ce procès le début d'un soulèvement? Matteo hoche la tête, lentement, avec cette flamme tranquille dans les yeux. Alors on y va. Cas numéro 1, le peuple versus l'injustice ordinaire. South LA, lycée John Muir, 7h53, un lundi. Une alarme sonne. Les élèves s'éparpillent dans les couloirs, cartable qui claque, écouteurs à moitié branchés, regard fatigué. Et au milieu de tout ça, Ayana Moore, 16 ans, basket rouge, hoodie noir, silencieuse, concentrée. Elle va juste chercher un dossier dans son casier quand le surveillant Mr. Charles l'interpelle. « Enlève ta capuche, Ayana. » Elle lève les yeux, surpris, le ton est sec. « Je vais juste prendre mes affaires. Je t'ai dit, enlève la capuche. » Ayana recule d'un pas et là, il l'attrape par le bras. Pas fort, mais pas doucement non plus. Elle lève le coude par réflexe, comme pour se dégager. Boum! Lui, il bascule, fait tomber une boîte de papier au passage, se rattrape maladroitement.
2 minutes plus tard, elle est dans le bureau de la direction. 1 heure plus tard, elle est au poste. Et le lendemain, accusée d'agression sur agent public. 2 jours plus tard, le QG de la DCP Lucia balance le dossier imprimé sur la table. Matteo lit les premières lignes, puis referme le tout, lentement. Il n'y a rien là-dedans, rien de solide. Jayden acquiesce. Il joue que la peur. Ils espèrent nain qu'elle plaide coupable. 0 est déjà sur son ordi. Caméra? Ouais, 6 dans le couloir, une juste au-dessus du casier. Le lycée refuse de les transmettre, intervient Lucia. Incident interne. Matteo fixe le mur, l'air calme. Alors on fait jouer le droit. Brady encore. Et si ça suffit pas, on va plus loin. Jayden le regarde, intrigué. Jusqu'où? Matteo répond sans détour, jusqu'à ce que personne ne puisse plus dire « je ne savais pas ». Audience préliminaire, tribunal pour mineurs de Los Angeles, Ayana est là. Elle tremble à peine, mais ses parents, eux, sont crispés. Matteo est à ses côtés, costume sobre, dossier mince. La procureure arrive avec un sourire automatique, un peu ennuyé, comme si elle faisait ça 20 fois par semaine. Votre honneur, l'État maintient que l'accusé a intentionnellement agressé un agent du district scolaire. Témoin, blessure, déposition complète. Matteo ne bronche pas. Quand c'est son tour, il se lève lentement, une feuille à la main. Votre honneur, la défense demande à ce que les enregistrements vidéo des caméras du couloir soient immédiatement transmis à la cour. Et si ces enregistrements n'existent pas? Demande le juge, un peu las. Alors, nous demanderons un classement immédiat pour destruction de preuves potentielles. Mais il se tourne vers la procureure. Et là, il appuie un peu plus fort. Nous savons que les caméras fonctionnaient et nous avons des captures d'écran des flux actifs à l'heure de l'incident. Le lycée a refusé de les partager. Ce refus constitue une rétention de preuves et donc une violation du due process. Un silence dans la salle, la procureure commence à pâlir. Je vais devoir consulter mes supérieurs. Matteo ne sourit pas. Il ne triomphe pas. Il se contente de conclure « Faites vite ». Parce qu'en ce moment même, une adolescente risquerait d'avoir un casier judiciaire pour avoir tenté de se libérer d'une prise physique illégitime. Et ça, nous ne le laisserons pas passer. 48 heures plus tard, l'État abandonne les charges. Lycée sommé de réviser son protocole de sécurité. La vidéo, publiée anonymement sur les réseaux par un ami de 0, 10 000 vues, puis 30 000, puis 500 000. Commentaires furieux, hashtag, repartage, débat sur les plateaux télé. Et dans l'ombre, dans leur vieux local de Lincoln Heights, Matteo regarde l'écran et murmure « Une victoire ». Lucia ajoute « Mais surtout une leçon ».